ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Quand le soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord-sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, et à toi l'amour et le grand honneur. Thank you very much. Thank you very much. I would like to call everyone to continue standing. A minute of silence for all those who have lost their lives in the multiple crises in our country. Anglophone crisis, Boko Haram crisis, post-electoral crisis. A minute of silence. Thank you very much. I am moderating this program with my comrade, Mr. Bama Etienne, who is the Deputy Secretary General of the Cameroon People's Party, CPP. Mr. Bama. Thank you very much, Fabrice. Mesdames et messieurs les journalistes, une fois de plus, bienvenue dans cette salle, dans cette conférence de presse organisée par le Front Citoyen. Et comme Fabrice l'a dit, je suis Etienne Bama, secrétaire général du Cameroon People's, secrétaire général adjoint du Cameroon People's Party. Cette conférence de presse est relative à la lettre ouverte du Front Citoyen en réponse au discours de Monsieur le Président de la République du 10 septembre 2019 et dans lequel il appelle à un grand dialogue. Cette lettre ouverte est organisée autour de 6 grands points. Il s'agira du contenu même du dialogue, de la participation au dialogue, de la facilitation du dialogue, de l'esprit du dialogue, de la préparation du dialogue et enfin des garanties pour l'exécution des décisions qui seront issues de ce dialogue. Donc, cette lettre sera lue par M. Jean Denis, qui est le président du Popular Action Party, PAP, et par M. Franck Essi, secrétaire général du CPP. Nous avons également dans le panel Maître Alice Combe, qui est avocate, mais aussi ambassadrice du CPD. Et nous avons également dans le panel Elisabeth Kwa, qui est leader du groupe Mothers of the Nation. Nous aurons également d'autres membres du Front Citoyen qui sont ici présents. Donc, Helena, can you open the floor? Thank you very much, Mr. Bama, for the briefings. We will go directly to the point, commenting with the reading of the open letter to the President of the Republic by the National President of the Popular Action Party, Mr. Jean Denis. You have the floor. Thank you very much, Mr. Moderator. I will read the letter as been put in place by the members of the Citizens Front. I will start. Open letter to the President of the Republic in response to his speech of September 10, 2019. Mr. President, it is with keen attention that we listen to your speech to us as Cameroonians on September 10, 2019. Our country is currently facing multiple crises which threaten its very existence. We were intently focused on the solutions you, as the President of the Republic, would align as part towards the resolution of these crises. As you are aware, our objective for Cameroon is that of a political transition. In our analysis, after 37 years, the multiple complex crises in which our country finds itself are directly attributable to your governance. The national dialogue that our country needs today is one to completely rebuild the nation. This cannot be led by the people who have brought the nation to where it is.
our stance for Cameroon has not changed. We are, however, aware of the urgent and acute nature of some of the crises in which we find ourselves. Cameroonians are dying. There is no doubt that your regime can address some of the urgent circumstances that are endangering the lives of Cameroonians daily. Through this prism, we listen carefully to your invitation to the Cameroonian people for a dialogue as the means through which a solution to the crisis cannot therefore be treated partially or superficially. Doing so will either intensify the effects we see today or leave them to fester, continue to undermine our nation, and wreak havoc on the Cameroonians living in these regions. It is therefore important that during the dialogue we openly discuss the marginalization of Anglophones. Mr. President, during your speech, you referred to a, in quote, purported marginalization of Anglophones. This statement was both incorrect and insulting. To imagine that over 2,000 Cameroonians have died, 560,000 are internally displaced, 600,000 children have their education jeopardized, and over 50,000 are refugees over, in quote, purported marginalization is to show utter disdain for your fellow citizens and does not bode well for what it is the central issue for dialogue. Mr. President, Anglophones are marginalized in Cameroon. This is a fact. It is not speculation or imagination. If there is not acknowledgement of this fact, a national dialogue on the question is not mute or is moot. The nature and form of the state. The nature and form of the state is an inability to respect the rights of its citizens and deliver basic services to them. It's at the heart of this crisis. The dialogue must give Cameroonians the opportunity to discuss the relationship between the citizens and the state. Consequently, the discussion on the form of the state must be part of this dialogue. You have, in your speech, mentioned the decentralization process, somehow inferring it as a success. Mr. President, if we are in the crisis of today, it is because your regime has been unable to implement the decentralization agreed upon during the tripartite meeting in 1991. We, as a nation, agreed to decentralize in 1991. You added the name decentralization to the Ministry of Territorial Administration in 2002. You have now separated the two ministries in March 2008. But there is still no decentralization on the ground. We must discuss the form of the state if we wish to find a solution to this crisis. The atrocities committed by the army and armed groups. Mr. President, of all violence that the population has undergone, the atrocities committed by those bearing arms are the worst. Our people have been killed, raped, kidnapped, and tortured by those bearing arms. There is ample proof to show that this has been carried out by both the Cameroonian army forces and those who choose an armed fight for separation. Your speech made mention of the latter and glaringly omitted the former. No single factor threatens our national unity today more than these atrocities and the sense of injustice that they have provoked with the population. There will be no resolution to this crisis if these atrocities are not addressed bluntly, and long and difficult path to obtain justice for the victims defined. If you will not address the atrocities committed by both our national armed forces and the armed group, kindly shut down the dialogue now. You will be wasting our resources as taxpayers. The humanitarian crisis. Mr. President, your government has systematically refused to count its deaths and wounded. You have regularly questioned the statistics published by humanitarian and human rights organizations, yet you have failed to provide your own. Your speech was bizarrely devoid of figures and statistics, as if Cameroon is not undergoing a humanitarian crisis. One of the key points of discussion during the dialogue must be humanitarian situation and finding a solution to raising the funds and other resources required to take care of our citizens who need urgent assistance.
If your government persists in hiding the humanitarian crisis we are facing and denying its existence, it will be unable to assist the most vulnerable of its citizens. There will then be no point in dialoguing. On the security situation in Cameroon, Mr. President, the Anglophone crisis is very important and grave enough to warrant a dialogue which is dedicated to it. However, we cannot ignore the fact that huge number of Cameroonians in other parts of the country are also dying daily and suffering from the effects of violence, and that the crisis in these parts of the country began years before the Anglophone crisis. It is therefore inconceivable in the interest of equity and national unity that we dialogue on the Anglophone crisis without discussing two other major crises in the country, even as the nature of this crisis differs one from the other. The Boko Haram crisis. Citizens in northern regions, especially the extreme north, have been suffering from Boko Haram crisis for 7 years to date. We have lost over 2,000 people and still have 230,000 internally displaced due to this crisis. The Cameroonian armed forces committed major atrocities against the population while fighting Boko Haram. Though Boko Haram attacks have significantly decreased, the group remains active and thousands of Cameroonians are still under siege. In addition to the security implication, this crisis has human rights, political, social, and economic ramifications. These have not been addressed in the last 7 years. Neither have the root causes. It is essential, if we are to dialogue as Cameroonians, to create space for the dialogue on the Boko Haram crisis to take place and for solutions to be found to the challenges Cameroonians are facing due to this crisis. The grand banditry. Citizens in the north, Adamawa and East regions are facing severe attacks, kidnappings, and cattle raids due to the spillover effects of insecurity in the Central African Republic. This has been ongoing for 5 years. It has caused the displacement of thousands of citizens and hundreds have been kidnapped. It is necessary to create a space to discuss this crisis and find solutions for the citizens who are impacted by it. The participation at the dialogue. Mr. President, while you address an invitation to all Cameroonian citizens to which we are hereby responding, you also made it clear a selected few will be at the actual dialogue event. In this regard, we have several questions. What are the criteria which will be used to select participants? Who will establish these criteria? Who will then identify and select participants? What is being done to ensure those who are the most affected by this crisis and yet are systematically marginalized in Cameroon? Youth, women, people living with disabilities, ethnic minorities, etc., will be present and will have their voice heard. Mr. President, you can see why we are embarrassed when we ask the questions. In quote, will you be attending the dialogue? In your speech, you have invited everybody, but you have also invited nobody. At this juncture, we would like to remind you of groups that are essential to any dialogue on the security crisis in our country and which were somehow omitted from your speech. The consortium. Mr. President, in your speech, you mentioned that you had sent emissaries to dialogue at the start of the crisis with the teachers and lawyers. What you forgot to mention is that this crisis took a violent downward spiral when officials from your government decided in mid-dialogue to arrest the members of the consortium. For this dialogue to be fruitful, the leaders of the consortium are one of the key groups which must be at the table. Anglophones arrested during the non-violent phase of the conflict who remained in prison between January and September 2017, over 1,000 Anglophones were arrested. At that time, there was no armed conflict and little violence. Some of these non-violent activists have been sentenced to 10 years or more. It is important to release these prisoners and stop all pursuits against them. They are essential to any dialogue on the Anglophone crisis. Separatists. Mr. President, as you know, we do not believe in the separation of Cameroon.
However, it is important to acknowledge that a significant number of our citizens today believe in separation as a solution to the Anglophone crisis. If we do not invite the separatists to the dialogue table, those in prison, those in the country, and those in the diaspora, we will be sowing the seeds for the failure of any dialogue. Armed groups. Mr. President, while you mentioned the armed groups in your speech, it is important to note that there are various categories of armed groups. Those who are affiliated to specific separate organizations, those who work quasi-independently on the ground, those who may be affiliated to persons or organizations that are not separatists, those who are criminal organizations taking advantage of the chaos. Aside from those who are purely criminals, it's important to ensure that all of these categories are represented at the dialogue in order to ensure that they agree to the solutions arrived at and effectively lay down their arms. Boko Haram victims in prison. Many humanitarian rights violations were committed during the fight against Boko Haram. One that affected hundreds of people was illegal and arbitrary arrest. Some have been sentenced to hefty prison terms. Others still in detention after 5 years or more. It is essential that innocent people who were arrested during the fight against Boko Haram be released from prison and be invited to participate in the dialogue. Post-electoral crisis, people in prison. Mr. President, during your speech, you made no mention of the post-electoral crisis that has created tension in the country since October 2008. There are over 100 persons still under detention due to the post-electoral crisis. These are leaders of major political and major civil society organizations. It is inconceivable that a national dialogue will take place without them. It is therefore essential to release them from the political trial that they are facing in the military court. Mr. President, please be informed that since your speech on September 10, we are witnessing a rise of various CPDM delegations going to see the Prime Minister in the name of the dialogue. This is hyper-focused on your party and its members to the detriment of other Cameroonians. Is one of the elements of the core of this crisis. If you are going to dialogue, we sincerely hoping it will not be with your friends and party members, which will almost be a monologue, but rather with the Cameroonians right and large. Thank you very much, my moderator. Donc, de la facilitation du dialogue. Monsieur le Président, un minimum de confiance et de bonne foi est essentiel à tout dialogue. Un nombre important de Camerounais ont perdu toute confiance en vous et en votre gouvernement. De plus, votre gouvernement n'est pas seulement un protagoniste dans ces crises, vous avez été un acteur violent. Vous n'en nommez que quelques-uns. C'est votre gouvernement qui a commis l'acte violent de couper l'accès à Internet pendant plus de 3 mois à 5 millions de Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est votre gouvernement qui, au cours des 5 dernières années, a arrêté des milliers de Camerounais injustement et arbitrairement. C'est votre gouvernement qui a procédé à des exécutions extrajudiciaires dont certaines ont été enregistrées sur vidéo. C'est votre gouvernement qui a incendié des villages entiers. Il est inconcevable qu'une personne de votre gouvernement, ou même associée à votre gouvernement, puisse être le facilitateur ou le médiateur dans un dialogue crédible. L'une des images les plus décourageantes depuis votre discours du 10 septembre dernier a été celle du Premier ministre consultant des membres anglophones du gouvernement pour organiser le dialogue national. Ce sont ces mêmes personnes qui ont mal géré et aggravé ces crises. Certains d'entre eux sont personnellement responsables des actions qui ont exacerbé la crise et lui ont permis de prendre une tournure violente. Les Camerounais s'attendent à s'adresser à ces personnes. Nous espérons recevoir des réponses de leur part sur des questions précises. Nous ne les considérons pas comme des organisateurs ou des facilitateurs. Si c'est le cas, le dialogue est compromis. Comme l'ont suggéré de nombreuses personnes, il est nécessaire d'avoir des parties neutres pour assurer la médiation et faciliter un dialogue national. Il s'agit notamment
des Camerounais à l'égard desquels il existe un consensus sur l'objectivité, l'intégrité, le patriotisme et la compétence. Il y en a plusieurs parmi les groupes religieux et dans la profession juridique. Des Africains qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont mené des processus similaires dans d'autres pays, des personnes et institutions d'autres nationalités qui répondent aux critères cités plus haut. L'un des indicateurs clés de la crédibilité de tout dialogue est la crédibilité de ses médiateurs et facilitateurs. De l'esprit du dialogue. Monsieur le Président, il n'est pas nécessaire de consacrer les ressources de la nation à un dialogue s'il n'y a pas de volonté d'admettre ses erreurs, d'analyser les faits et les causes profondes, complexes, qui ont contribué à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et d'être ouvert aux idées et aux solutions qui ne sont pas les vôtres. À cet égard, Monsieur le Président, votre discours a été profondément décevant. Vous avez présenté des faits partiels, omis des éléments clés et absous votre gouvernement de tout acte répréhensible. Tout cela en nous rappelant à plusieurs reprises que vous et vous seuls avez le mandat du peuple. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous êtes responsable du Cameroun et donc de ces multiples crises dans lesquelles nous nous trouvons, soit vous ne l'êtes pas. L'état d'esprit dans lequel ce dialogue doit être entamé est essentiel pour trouver des solutions et résoudre les crises. Or, l'état d'esprit que vous avez exprimé pendant votre discours n'augure rien de bon pour le dialogue. Il est important d'en établir un qui corresponde aux critères surmentionnés avant le début du dialogue. De la préparation du dialogue. Monsieur le Président, vous avez fait référence à plusieurs reprises à l'état de droit. Ces dernières années, en violation totale du droit camerounais, nous avons été témoins de la part de votre gouvernement d'une répression extrême contre nos droits fondamentaux à nous rassembler et à nous exprimer politiquement. Des réunions ont été interdites et des dirigeants arrêtés parce que leurs positions et leurs opinions politiques diffèrent des vôtres. Pour préparer un dialogue, nous devons nous réunir. Même pour des groupes comme le nôtre, qui sont encore en train de déterminer si nous assisterons ou non au dialogue, nous devons rencontrer et consulter nos membres. Monsieur le Président, veuillez rappeler aux forces armées camerounaises, dont vous êtes le commandant en chef, ainsi qu'à votre ministère de l'administration territoriale, qu'ils ne doivent pas nous arrêter illégalement, qu'ils ne doivent pas utiliser la violence contre nous pour nous torturer. Ils ne doivent pas nous intimider ou interdire nos réunions. Vous avez appelé à un dialogue de tous les Camerounais. Les dirigeants doivent se consulter et s'organiser afin d'apporter des idées à un dialogue qui représente les intérêts de la population. Nous ne comprendrons pas si nos droits à la liberté de réunion et à la liberté d'expression sont violés à la suite de cette invitation au dialogue. Des garanties pour l'exécution des décisions. Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la première fois dans notre histoire que nous tentons d'engager un dialogue pour sortir d'une crise. En 1991, les Camerounais ont accepté de participer à un dialogue tripartite avec vous pour sortir de l'impasse politique. Il ne serait pas exagéré de dire que beaucoup d'entre nous considèrent cet événement comme une grande escroquerie historique du peuple camerounais et de ses aspirations. En 1991, le peuple camerounais a demandé la tenue d'une conférence nationale souveraine pour assurer la transition politique du pays. Vous avez cédé à une conférence tripartite. Au cours de cette conférence tripartite, vous et votre gouvernement avez pris de nombreux engagements qui ont été inscrits dans la Constitution. Par exemple, la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats de 5 ans chacun, la décentralisation avec transfert de ressources et de responsabilités aux régions et aux gouvernements locaux. Monsieur le Président, 28 ans plus tard, vous êtes toujours au pouvoir, après avoir unilatéralement supprimé la limitation des mandats présidentiels dont vous avez même allongé la durée de 5 à 7 ans. Il y a de violents conflits dans tout le pays. Notre unité nationale est menacée. Les Camerounais sont tués chaque jour par leurs concitoyens et nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de base comme l'eau et l'électricité aux citoyens. La catastrophe nationale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est en grande partie due au fait que vous et votre régime avez manqué
à vos promesses envers le peuple camerounais. Monsieur le Président, 28 ans plus tard, vous nous invitez à un nouveau dialogue national. Nous n'avons qu'une seule question. Quelle garantie pouvez-vous nous donner pour que les décisions et les conclusions de ce nouveau dialogue soient respectées et mises en œuvre? En conclusion, Monsieur le Président, vous nous avez tendu une invitation au dialogue. Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette réponse, nous sommes légitimement dubitatifs, appréhensifs, même méfiants à l'égard de votre invitation. C'est dû à notre commune histoire trouble. C'est une histoire pleine de violence, de mensonges, de trahisons et de promesses non tenues. Nous allons préparer le dialogue, Monsieur le Président. Nous consulterons notre base, nous rassemblerons les idées, préoccupations et propositions. Cependant, nous ne conduirons pas les Camerounais une fois de plus à une plateforme où ils seront trahis. Nous n'envisagerons d'assister à votre dialogue qu'une fois que vous aurez abordé les questions qui ont été spécifiquement décrites dans cette réponse, non par vos paroles, mais par vos actions. Nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir travailler efficacement et dans un véritable esprit de dialogue avec d'autres Camerounais pour trouver des solutions à nos crises actuelles. La mise en œuvre de cette possibilité dépend entièrement de vous. Ont signé cette déclaration pour la société civile, Maître Alice Tom, Maître Charlotte Chakouté pour l'association des juristes pour l'intégrité sociale, M. Achille Koto du COSITEL, Dr Eta Ewane, coordonnateur de la Cameroun Patriotique Diaspora, Philippe Nanga, coordonnateur d'un monde à venir, Akbor Congo, Executive Director du CHRDA, Michael Take, Chairperson West Cameroon Movement for Change, Dr Wilson Esseme, General Coordinator Cameroon Federalist Movement, Elisabeth Kwa, Mother of the Nation, Youssouf Mifire, Stand Up for Cameroon, Tifet Thierry, hors droit, Jean-Claude Fogno, secrétaire exécutif permanent Mandela Center International, Mokhtar Djoumoun Cameroun Obosso, et pour les partis politiques, Iram Iodi, secrétaire exécutif Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple, Djoumtra Penda, secrétaire général UPC Maliden, Denis Djang, président Popular Action Party, Franck Pessi, secrétaire général CPP. Merci Franck pour cette lecture et Monsieur Jean Denis. Donc nous allons entamer la phase des questions-réponses. Nous allons les prendre en ordre de droit et nos panélistes vont apporter des réponses à vos questions. Monsieur le journaliste, vous avez... Oui. Bonjour, je m'appelle Michel Ngachou, journaliste à Equinox Télévision et Radio. Alors, j'ai juste une question simple. Le CPP est-il partant pour ce dialogue ou pas? D'accord. Prochaine question. Pas d'autres questions? Ok. Madame, je vous en prie. Yannick Kapor, Radio Balafon. Comment est-ce que vous comptez matérialiser la garantie du président de la République? Vous avez dit que par le passé, les dialogues. Et qu'est-ce qui peut garantir que cette fois les conclusions seront appliquées? Si vous dites, je dis n'importe quoi demain, je vous donne ma parole, ce qu'on va dire, ce qu'on va arrêter sera appliqué, et qu'après on ne le fasse pas. Vous voulez qu'on encadre la garantie là comment? Oui, je suis une table de l'expression bonjour. Oui, j'aimerais juste savoir, le dialogue a été appelé et réclamé le président. Maintenant, le président a annoncé le dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas au niveau du Front citoyen? Oui. Il faille plutôt faire des propositions, non plus revenir sur les préalables et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu plutôt de faire des propositions? Voilà un peu la fin à laquelle on devra avoir un partenariat. D'accord. Nous allons commencer par ces trois questions. The first question is for CPP. Are you part of the dialogue, of the national dialogue?
Deuxième question, c'est how do we expect to impose from Mr. Biya to respect the decisions that are going to come out from this dialogue? And the third question is, is it not the moment today to propose solutions, not to be criticizing the dialogue and giving preliminary element for the dialogue? So the first question is for CPP. Merci pour. Je crois que nous ne sommes pas dans une démarche individuelle. Nous sommes ici en tant que front citoyen et c'est une vingtaine d'organisations et de personnalités. Et nous pensons que l'heure justement a de vastes rassemblements. Si pour une fois on doit bâtir des coalitions, c'est des coalitions pour l'intérêt général. Donc à ce titre, le CPP n'entend pas s'inscrire dans une démarche individuelle concernant les questions nationales, les questions de suivi de notre pays. Maintenant, pour ce qui est de la participation de notre collectif, dont fait partie le CPP à un dialogue, c'est tout l'objet de la lettre ouverte que nous venons de vous lire. Peut-être qu'elle était longue, vous aurez le temps de la détailler par la suite. Mais pour l'essentiel, nous avons donné deux éléments. Nous avons relevé dans le discours du président des faits importants qui n'ont pas été mentionnés et qui sont de nature à maintenir une forme de méfiance, une forme de crispation, parce que la réalité sur le terrain, ce n'est pas celle que le président a traduit dans son discours. Donc c'est pourquoi nous avons insisté par exemple sur des faits liés à des violences qui ont subi les populations. Nous avons insisté sur les faits, sur la façon dont la crise s'est manifestée. Nous avons rappelé quelles sont les causes historiques et les causes structurelles des crises que nous connaissons aujourd'hui et qui incombent principalement à son gouvernement. Mais nous ne sommes pas limités à ça parce que si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne peut pas comprendre les solutions que nous proposons. Et pour ce qui est des solutions, je crois que les seules solutions que nous ne connaissons pas, c'est celles du gouvernement parce que dans la société civile, comme dans les partis politiques, même si on diffère sur des solutions existent, elles ont été proposées. Ne faites pas comme si on ne sort pas d'une élection présidentielle, il n'y a pas de candidats qui ont proposé. Mais avant l'élection présidentielle, aussi bien les groupes d'avocats, d'enseignants, aussi bien des partis comme le CPP ont fait des propositions. Et notre proposition, grosso modo, avec d'autres acteurs, se résume dans le mot transition politique. On l'a rappelé au début de l'année. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes à un tournant inédit de l'histoire de notre pays, tel que ce qui est en jeu, ce qu'on demande au battre, c'est les modalités de sa refondation. Quand, par exemple, il y a la crise anglophone, c'est la contestation de ce qu'on appelle la constitution, de l'organisation de l'État, de sa forme, etc. Et avec, par exemple, la crise post-électorale, c'est la contestation du système électoral. Or, dans chaque pays, il y a deux textes qui sont majeurs. Il y a la constitution qui est la mère de toutes les lois, qui définit qui nous sommes en tant que pays, quelles sont nos valeurs principales, ce que nous entendons porter comme projet de société commun. Et il y a la loi électorale qui est l'ensemble des mécanismes par lesquels nous, le peuple, nous transférons provisoirement notre pouvoir à quelques-uns parmi nous pour l'exercer pour le bien de l'intérêt général. Donc s'il y a une crise à travers la crise anglophone, de la constitution, de l'identité nationale et à travers la crise post-électorale, du processus par lequel on choisit les dirigeants, mais on doit s'arrêter. Et la solution, c'est la transition politique. Donc nous nous battons depuis de 4 ans pour une transition politique démocratique qui se ferait à travers un dialogue national que nous allons refondre dans les détails. Et quand vous parlez, je sortirai par là, quand vous parlez de propositions, mais toutes ces critiques que nous faisons sur les absences, les mensonges du discours présidentiel sont accompagnés dans la même lettre par ce que nous proposons. Nous avons fait des propositions sur ce qui doit être le contenu du dialogue. Donc on a dit par exemple qu'il doit parler de la marginalisation des anglophones, des atrocités commises par les groupes armés, de la nature et de la forme de l'État, de la crise humanitaire qui cherche à masquer à ce jour. On a dit qu'on doit parler de la situation sécuritaire du pays, parce que Boko Haram n'est pas achevé, et au moins 3 régions, l'Est, la Damawa, le Nord, connaissent le grand banditisme, et les populations de ces zones-là s'estiment elles aussi marginalisées par le peu d'intérêt qu'on accorde à leur drame. Nous avons fait des propositions sur la participation au dialogue, en disant que les critères doivent être connus, les critères doivent être consensuels et certains acteurs en particulier peuvent ne pas être autour de la table. On parle du consortium, des leaders sécessionnistes, des activistes anglophones arrêtés et des groupes armés.
Bref, on a fait des propositions sur la facilitation du dialogue. Donc, notre texte, pour résumer, c'est une critique des insuffisances, des manquements du discours présidentiel et en même temps des propositions de ce qui conduirait à faire un vrai dialogue national. Ok, merci Franck. D'autres éléments à ajouter? D'accord. La prochaine question est comment... Je crois qu'on répondre à tous les trois. J'ai répondu à tous les trois. Comment pensez-vous matérialiser la garantie du chef de l'État si à la fin de ce dialogue on a pris des décisions? Comment est-ce que, et qu'ils disent je m'engage, comment est-ce qu'on compte tenir le chef de l'État à sa parole? Bon, Okay. That's a very pertinent question. I think for the past 37 years, if we had a head of state that is open and they have a listening ear to the population, I think as of now, we wouldn't have been where we find ourselves today. It's very unfortunate that we have a dictator, and most of the time, most dictators don't work with understanding. They don't work with propositions based on unanimity. They work most of their decisions are taken unilaterally. I think we said it in our speech, the letter that we are writing to him. So since for the past 37 years, Cameroonians already understand how Mr. Biya is, and he's somebody that has taken Cameroon to be like his personal property. He doesn't listen to anybody. I think if we would have been listening to propositions from both the national and international community for the past 3 years now, we wouldn't have been where we are today. So that is why, since we of the civil society and the political party understands who our leader is, and is someone that doesn't care about the well-being of the citizens and doesn't care about propositions that have been presented to him by some members of the opposition whom we consider as enemy of the country, it is rather unfortunate that we will keep on giving proposals and at the same time giving out solutions. As you will be listening very well to our letter, we were not only criticizing, we get so many solutions of which we know as someone who is already hard to respond to the cry of the Cameroonians. We will relate our effort, we will keep on fighting and keep on mounting pressure until one day we realize that some change will be, and I believe that change begins from now and with the assistance from you who are the place. Okay, thank you, John. Okay, est-ce qu'il y a something to add? Ok, il y a aussi d'autres qui vont réagir. Il faut dire qu'il y a d'autres membres là. Mais rapidement, je veux signaler que la question de la garantie, c'est une question qu'on a posée dans la lettre. Et comme il a dit, on l'a posée parce qu'il y a un passé, il y a un passif. Donc, ce que nous disons, on l'a dit dans d'autres déclarations, c'est que le format actuel qui est annoncé ne fournit pas de garantie. Et deuxième chose, l'affaire des garanties, ce n'est pas une affaire seulement des partis politiques. Monsieur le journaliste, la crise qui frappe le nord-ouest et le sud-ouest concerne tous les Camerounais. Je pense que nous tous, on doit d'abord changer d'optique en croyant que c'est la seule responsabilité des leaders d'opinion et des leaders politiques. Donc c'est une question qui se pose à nous tous qui souhaitons une résolution de ces crises. Que pouvons-nous faire pour que les résolutions consensuelles d'un tel dialogue puissent être appliquées? Nous, au niveau du Front citoyen, nous disons un vrai dialogue a 5 caractéristiques. Premièrement, il doit être souverain. Donc, ça doit être clairement dit que l'ensemble des délibérations qui seront prises vont s'imposer dans le dispositif constitutionnel, institutionnel, législatif et réglementaire du pays. Donc, si on sort de là en disant qu'on retourne au fédéralisme, c'est ce qui doit s'imposer. Donc, ça doit être souverain. Et le fait, par exemple, que M. Biakom, en 1991, dit aux gens de se réunir, lui, il est hors, en dessous de la mêlée, montre déjà que pour lui, il sera le dernier arbitre. Et c'est un format que nous n'acceptons pas. La deuxième chose, c'est que ça doit être inclusif. Parce que si vous voulez vraiment traiter en profondeur les crises, comment vous pouvez mettre fin à une guerre alors que les protagonistes de la guerre ne sont pas autour de la table? Comment vous pouvez mettre fin à la crise post-électorale en la niant, en disant qu'il n'y a pas de crise post-électorale? Est-ce que c'est ça qui va empêcher que M. Kamto, ses partisans et d'autres continuent à dire qu'il y a un problème? Donc c'est ça qu'on dit inclusif. Il doit être participatif parce que, peut-être nous on ne le sait pas parce qu'on est jeunes, mais depuis que notre pays existe,
on a raté plusieurs rendez-vous. Plusieurs rendez-vous où on aurait pu s'asseoir autour de la table et se demander que signifie être Camerounais, quel type de pays on veut bâtir. C'était la proposition des Oumyobé que nous célébrions le 13 septembre dernier, qui disait avant l'indépendance, il faut la réunification. Après la réunification, il faut des assises où les Camerounais vont définir le type d'institution. On appelle ça en langage technique une constituante. On n'a jamais vu ça dans notre histoire. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est un peu perdu. Donc nous disons que si on veut corriger ces vices de création de notre État, il faut un processus de dialogue qui part des quartiers, qui part des villages, qui remonte jusqu'au sommet, où il y aura des délégués choisis selon des critères consensuellement établis par toutes les forces vives. Ce n'est pas qu'une affaire des politiques, c'est trop sérieux pour être seulement dans les mains du président de la République. Nous disons aussi qu'il doit être public. Il faut qu'on cesse de faire les messes bâches, on va donner de l'argent aux gens. Donc, les principales séances de débat doivent être publiques, où quelqu'un sur son téléphone à la maison peut suivre comment se définit l'avenir de son pays et ce que chaque acteur dit. Et enfin, nous pensons qu'il doit être modéré ou facilité par des personnalités camerounaises, neutres, indépendantes, reconnues pour leur engagement patriotique et soutenues par un panel de personnalités africaines, ça s'appelle des anciens présidents, qui se sont illustrés par la gestion avec succès de pareilles situations dans leur pays ou ailleurs. Donc voilà les caractéristiques qui garantiraient que ce dialogue produise un pas en avant pour le pays. We would like to get a response from one of the actors. Is they still want to say something? Je crois que monsieur ici a dit l'essentiel. Hiram Samuel Lodi, secrétaire exécutif du mouvement patriotique de la possibilité du 1, 2, 3. Il faut qu'on se rende à l'évidence que les Camerounais n'ont jamais eu la possibilité de s'asseoir pour déterminer quel sera leur destin. En 1884-85, on nous l'a imposé. En 1960, on a donné l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas. En 91, les résolutions de la tripartite n'ont pas été appliquées. 23 ans après la Constitution de 96, on n'est toujours pas dans l'état de rapprochement des citoyens et centres de décision qui était l'esprit même de cette tripartite-là. Donc aller au dialogue pour aller au dialogue, nous ne fait absolument pas de sens. Nous ne pouvons aller à ce dialogue que si nous avons les garanties essentielles que les résolutions qui seront prises vont permettre, comme l'a dit monsieur ici, de refondre notre pays. Et sur ce terrain-là, je pense que nous devons rester absolument fermes. Sinon, nous allons participer, nous, partis politiques, nous, organisations de la société civile, à cautionner une sorte de mascarade qui, à la fin de la journée, ne va pas produire ce que nous espérons. Dans 5 ans ou dans 10 ans, nous aurons encore les Camerounais dans la rue pour réclamer un certain nombre de transformations de notre État. Donc, nous souhaitons aller au dialogue. Je rappelle d'ailleurs que la plupart des organisations ici réclament le dialogue depuis 2 à 3 ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Mais le dialogue tel que le président l'a exprimé depuis septembre ne nous semble pas être un dialogue inclusif. Certaines parties importantes sont déjà exclues de la discussion. Des thèmes fondamentaux comme la forme de l'État et le code électoral ne semblent pas faire partie des thèmes à discuter. Donc, nous nous réservons le droit de ne pas y aller si nous estimons que les conditions minimales pour que les résolutions qui sortent de ce dialogue permettent d'améliorer le quotidien des Camerounais ne sont pas. Okay, thanks, Hiram. So we are going to take the next part of questions. Fabrice. Yes, oui, si vous permettez, bon, je peux revenir sur les critères que vous avez développés là. Et d'ailleurs, dans le deuxième critère, vous avez parlé du dialogue qui serait forcément inclusif. Alors aujourd'hui, ce matin, avant d'arriver ici, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres partis politiques, notamment le MRC pour le citer, qui s'est désengagé justement à participer, à prendre part à ce dialogue national. Et dans cet exposé que vous avez fait ce matin, nous nous sommes rendus compte que vous n'aviez pas touché, j'ai envie de dire, toucher les partis politiques, dit également ce que vous attendez de ces partis politiques quant au dialogue national. Alors, est-ce que vous faites cavalier solitaire, étant donné que vous êtes bien évidemment réunis, quelle est la place que vous accordez à ces partis politiques dans le combat de l'Union? Ok. Excusez-moi, je ne suis pas peut-être pas parti. There's no problem. Ask your question. Ok. Je suis Rodrigue Tourbois, je représente ici le mouvement SAG par rapport à cette manifestation. Je m'appelle The voice. édition. Alors,
peut-être que j'ai suivi, vous êtes favorable au dialogue, mais avant cela, il y a des préalables. Vous avez dit que les différentes parties, les concitoyens, doivent consulter leur base afin d'aller au dialogue. Alors, nous remarquons que ce soit résolu afin que le dialogue se tienne dans les bonnes conditions. La semaine dernière, c'est parce que nous avons cessé de consulter. Nous nous sommes dit, comme je l'introduisais pour le CPP, que ça n'a aucun sens à ce moment de ne pas être dans des dynamiques collectives. C'est la nation qu'il s'agit de rassembler. Et nous devons avec nos pairs. Donc nous avons consulté dès le mardi 10 jusque tard ce matin encore. Et si nos pairs ne sont pas ici, signataires, c'est soit parce qu'ils ne partagent pas le même diagnostic que nous, soit parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'une démarche collective, ou pour d'autres raisons qu'ils ne nous ont pas données. Mais je peux vous dire que nous sommes en contact avec tout le monde. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous attendons de voir s'il y a d'autres groupes comme nous, parce que je crois que nous sommes le premier groupe d'environ 20 organisations qui fait une déclaration commune. Jusqu'ici, je n'ai vu que des réactions individuelles. Donc c'est plutôt aux autres c'est les autres qu'il faut interroger. Donc nous, on a accordé de la place aux autres parce que pour le MLC en particulier, nous indiquons dans notre déclaration qu'il n'est pas possible d'avoir un dialogue sérieux dans ce pays sans avoir les leaders de cette coalition-là autour de la table. Et c'est pourquoi nous disons qu'une des mesures de décrispation qui montrerait que le dialogue est sérieux, c'est de les libérer. Que de cesser les poursuites contre... Nous sommes clairs. Avant la convocation du dialogue et après la convocation du dialogue, c'est une demande constante. Et nous ne faisons plus que ça. Nous sommes à leur côté et nous contribuons autant que possible parce qu'ils aient une meilleure défense. Donc à ce titre-là, nous sommes parfaitement solidaires et nous estimons qu'il n'y aurait pas de dialogue s'ils ne sont pas là. Donc nous allons continuer à travailler à plus de synergie et on va faire plusieurs autres communications avant le début du dialogue et après le dialogue où on espère voir nos rangs s'agrandir. Okay. Donc ça c'est sur la question du est-ce qu'on est seul. Maintenant, Maître Alisco, comment est-ce que nous nous préparons pour aller voir le Premier ministre? Vous appelez. That's a good question. Peut-être que c'est mon grand âge qui m'a rendu sensible au comportement de la personne en face qui me demande ou qui me drague ou qui me demande de travailler avec moi, enfin bref, qui veut entrer en relation avec moi. Généralement, j'observe comment il fonctionne. J'essaye de savoir psychologiquement comment il réagit et à quoi. Notre longue cohabitation avec le président Biya m'a appris, même de loin, son mode de fonctionnement. Et qui se déduit d'ailleurs très aisément de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de la façon dont il interprète un texte que vous et moi on peut lire, qui est la Constitution, et comment il la met en application. Lorsque je réunis tout ça, je réalise
que le président de la République, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'on bouscule ses habitudes. Et c'est quelqu'un qui a réussi, en 37 ans de cohabitation avec son peuple dans son pays, à concentrer dans sa seule main toutes les manettes du pouvoir et du fonctionnement de notre pays commun. Et ça, pour rien au monde, il ne va céder une once de ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui lui permet d'être toujours à la manœuvre et de maîtriser votre temps, le sien, le mien. Vous lisez le programme du grand dialogue qu'on a sorti, je crois, dans les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ce soit un fake. Vous voyez très bien que le temps qu'il a mis à dire « OK, dialogue », à prononcer ce mot, lui a permis de s'assurer minutieusement à ce que rien ne va le faire bouger de son confort de maître absolu de la situation. Il suffit de lire ce programme et la façon dont il a organisé sa part de dialogue. Et ce ensemble qu'il ne souhaite pas, comme vous croyez vivre ensemble, ça veut dire qu'on partage des choses. C'est exactement le contraire de ce que lui conçoit comme le vivre ensemble. Si vous relisez son discours, vous allez très bien comprendre qu'il commence par dire que lui, il a tout fait pour éviter cette crise, mais que nous, tout le monde, les sécessionnistes, ceux qui faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour prêcher par l'exemple. Or, vous et moi, nous voulons voir quelqu'un qui nous donne des ordres, des directives, qui nous commande, qui gère nos affaires. Nous voulons le voir se comporter comme il dit. Vous pouvez attendre longtemps. Et si au bout de 37 ans, on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris du tout parce qu'on est en train de demander au manguier qu'on a planté. On est en train de lui dire, donne-nous les bananes. Vous ne les aurez pas. Faites ce que vous voulez, vous ne les aurez pas. Si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez toujours bavarder. Vous pouvez toujours dire, on exige. On n'exige pas du président Paul Biya, surtout pas les Camerounais. Vous n'avez aucune place dans cette préoccupation essentielle. Lui, il s'occupe de gérer son pouvoir en maître absolu. Si vous n'arrivez pas à résoudre cette équation, alors bavardez toujours, ça ne dérange pas. De toute façon, il y a longtemps qu'il ne vous entend ni ne vous écoute. Vous, peuple camerounais, qui êtes censé lui abandonner ce pouvoir, mais ce n'est pas vous qui allez le lui retirer. Mais il ne parlera jamais sans dire qu'il détient son pouvoir de vous. Or, vous savez bien que vous ne lui avez pas donné toujours. Et il vous montre depuis quelque temps, depuis toutes ces crises, que c'est lui seul qui va décider du moment, du comment, avec qui et pour qui. Si vous avez la possibilité de vous faire entendre par lui, pour modifier quoi que ce soit de là, rappelez-vous, quand le Premier ministre est allé annoncer la bonne nouvelle à Bamenda, Nord-Ouest, il était accompagné du natif du Nord-Ouest qu'on appelle le ministre de l'AT. Il a dit, je viens vous annoncer la bonne nouvelle, le président va vous écouter, on parlera de tout, mais surtout, s'il vous plaît, pas de séparation. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Pas de séparation, mais sinon tout le reste. Parce qu'il s'est engagé à garder un pays uni. Pas un pays où les gens se séparent. Vous savez très bien que quelques heures après, le natif qui était là, présent, qui a entendu, et qui devrait être sous les ordres du chef du gouvernement, est allé vous dire que causez toujours. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on ne parlera pas de la forme de l'État. Et regardez l'agenda. Vous avez vu que qui avait raison.
Qui? Bon, je dois m'arrêter, c'est ça? Non, mais je suis certainement Non, je ne suis pas contre, je peux m'arrêter. Ok. Mais je voulais quand même vous dire ça. Ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Et quand on parle, quand on résout ce genre de problème, on essaye de maîtriser tous les contours qui sont tirés du réalisme comme de ce qui relève du subjectif. Parce que finalement, c'est le subjectif. Si le président voulait vraiment que les objectifs de ce dialogue soient les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire qu'au lendemain de ça, on dit, ok, bon, ben, s'il voulait ça, il aurait posé des actes. C'est clair, très clair. Il aurait touché nos cœurs. Il aurait essayé de voir comment, ayant pris des décisions qui ont conduit à cette situation, qu'il le veuille ou non, les décisions qu'il a prises n'étaient pas les bonnes, puisque ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, les décisions ont exacerbé et ont conduit à des bains de sang parmi sa famille, c'est-à-dire les Camerounais. Vous voyez bien? Alors, s'il avait ça, il aurait dit, bon, j'incarne l'unité nationale. C'est moi, le président de tous les Camerounais. À aucun moment, il ne devait laisser qu'on ait des doutes sur cette volonté et sur cette prise de conscience de sa position et de sa qualité d'unificateur. Il aurait dit, je sors tout le monde de prison, par exemple. Ça aurait été un élément qui nous permet de dire, ah, il est dans sa posture, le président de la République. Non, vous avez vu qu'il n'y a rien. Alors, il y a des actes qu'il aurait posés. Il aurait dû se dire, non, je leur ai promis l'organisation de la CAN. Ils aiment le football, ces gens-là. C'est moi-même qui ai parlé, c'est ma parole que j'ai donnée. Les gens se sont endettés pour préparer ça parce qu'ils ont cru à ce que je leur ai dit. On sait ce qui s'est passé. Quel est l'acte qu'il a posé aujourd'hui pour nous montrer que nous devons essayer, second chance, lui donner ça pour qu'on reparte ensemble en posant des actes forts, qui ne soient pas des actes sécessionnistes. Parce que c'est lui qui a posé des actes sécessionnistes, des actes qui séparent, des actes qui stigmatisent, des actes qui rejettent, des actes de discrimination. Or, la Constitution sur laquelle il a prêté serment, qui commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme, commence par tout le monde, tous les êtres humains, tous les Camerounais naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et on ne doit pratiquer la discrimination ni en raison des opinions politiques, tous, aucune discrimination. Il a juré devant vous. C'est pas plus solennel que le serment du président de la République dans une République au sortir d'une élection. Vous connaissez, non? Donc voilà, on le met devant une situation où il peut dire qu'il n'y a pas de discrimination, il rassemble, il y a des gens en prison. Est-ce que si le MRC, on dit que vous êtes invité, est-ce qu'ils disent, bon, nous serons représentés par vous, ils vont accepter? On peut essayer ça? On peut essayer pour voir? Donc, merci beaucoup. Il y a certainement... Non, ce sont des éléments que je vous apporte pour que vous appréciez l'acte qui est en train de se dérouler devant nous. Que vous ne soyez pas, ce n'est pas les discours, ce n'est pas le blablabla. Reprenez le dossier, étudiez ça depuis le début. Chez nous, au tribunal, quand on doit te juger, on doit regarder sur ton passé, on doit regarder si tu as déjà été condamné, tu as déjà été, etc. Et on prend ça en compte quand on te juge. C'est la situation que je vous demande d'examiner sous cette ouverture d'esprit. Venons donc acte de notre passé. J'ai dépassé mon temps. Venons acte de notre passé pour mieux construire l'avenir, le présent et l'avenir. So we are going to also have Madame Elizabeth Kwaf, who is from Bamenda. We have to recall that we are under the Citizenship Front movement
that is constituent of so many civil society organizations and political parties. So we are lucky to have somebody who is from the hard-hit zone, that is Bamenda, who would also like to tell us how the population there perceived the information of national dialogue. Madam Elizabeth, you have the floor. Good morning, citizens of Cameroon. We were just surprised to get the president concluding on a dialogue, because he gave us all his successes through the crisis, and then finally he concluded with the dialogue. And so everybody in Bamenda and even Limbe, which I'm living, I left from Limbe this morning, were asking themselves whether the Prime Minister had not been to the Southwest and Northwest before to consult for the same dialogue, because he came there to tell us that he was consulting us to take to the presidency. And today again, we are duplicating it to go back and say we are meeting him to take to the presidency. It means the consultation will be rotating on one spot. That is what we have taken out of all what he said from Bamenda, that will keep consulting till the 7 years mandate of his mandate ends. And there was serious ghost town yesterday, which was Monday. On the Monday, there was serious ghost town, and we're just leaving from a lockdown. The dialogue is still on the table. So, concretely, have the population of Northwest and Southwest welcome that Mr. Biya willing to organizing a national dialogue for precisely the Anglophone crisis? Maybe we did not understand what he was saying, because he was saying, so that is why we still have doubts on the dialogue, because the dialogue table has not been set. Okay, thank you very much. Okay, just one last question. Le nom de la presse et puis. I waited for this moment because I'm not from the press. Okay. So that's why I allow the president to first give their own question. Ok, je m'appelle Thomas Augustin. Je suis pasteur. Et à ce sujet, je me serais attendu qu'on fasse un mot de prière avant la réunion, surtout que l'hymne national qu'on a chanté avait été conçu dans un établissement qui appartenait à des religieux. Et ceux qui l'avaient conçu avaient été formés par les religieux. Et j'ai l'impression que nous avançons dans notre pays en lignant l'histoire. Je suis aussi membre de la société civile et écrivain à ce sujet. Je suis membre de la Socilaga. Et mon intervention viendra de cette casquette. J'ai deux préoccupations, deux interpellations. J'ai suivi la posture in between du mouvement. On ne sait pas si on va partir, si on ne va pas partir. Et puis notre maman a fait une dictature, même si est-ce qu'on nous a invités. Donc je souhaite qu'on nous invite pour y aller. Mais pour nous faire avancer dans cette posture de in between, je vais donc faire deux interpellations. La première, je convoque l'histoire. En 1948, l'administration française avait, à la suite des nombreuses grèves qui se passaient, avait demandé à Sokpo Priso d'organiser une grande assise pour essayer de discuter des problèmes camerounais. Et Sokpo l'avait organisé à Douala sous le label de l'UNICAF. Au sortir, pendant les 3 jours de l'assise, les Camerounais avaient dit. Oui, c'est ça, parce que je vois que c'est les mêmes choses qui se passent. Les résultats que Sokpo pensait avoir, il n'avait pas eu ça et les Camerounais se sont fâchés. Ils sont sortis de là pour former le RACAM. Et à la suite de l'interdiction de RACAM, c'est là où on a formé quelques jours après l'UPC. Parce que je veux que vous compreniez d'où ça part.
ça part d'une frustration de ce que les gens nous ont invités. Ils ont cru que nous allons parler ce qu'eux ils veulent. Nous y sommes allés et nous n'avons pas parlé ce qu'eux ils veulent. Et à la suite de ça, nous avons évolué et c'est ça qui nous a amenés aux Nations Unies. Et nous avons lutté pour cette indépendance à la suite de cette lutte de 48. Donc je pose la question de cette première interpellation. Est-ce que peut-être en disant nous n'y allons pas parce qu'ils ne sont pas honnêtes, ils vont nous faire parler ce qu'ils veulent, nous ne commettrons pas la même erreur que nos parents ont failli commettre en ne pas aller, mais ils sont allés à la rencontre du Bakam. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que il y a une émission télévisée qu'on dit la vérité en face, et moi j'aime bien cette émission. Est-ce qu'en ne pas y aller, il y a des vérités que nous ne pouvons dire que face à face, on tient profit de cette occasion-là. Moi, par rapport à l'histoire, en 1979, il y avait un mouvement, Cameroon Action Movement, qui avait parlé sur les récriminations anglophones, si je vous le cite, c'est les mêmes. Et en 1979, M. Aïdjo avait envoyé des ministres là-bas, et il avait formé un comité ad hoc, à la tête duquel ce comité était M. Biya, pour résoudre le problème anglophone. Et des années après, les mêmes problèmes restent. Est-ce que ce n'est donc pas l'occasion pour aller leur dire face à face que ce que vous parlez aujourd'hui, Monsieur le Président et vous tous, vous étiez à l'origine, à la base de la mission qui avait été envoyée en 1979 à Boya et à Bamenda pour résoudre ce que Aïdjo avait déjà appelé le problème anglophone. Donc c'est ça, le face à face. Voilà. Ok, d'accord. Je crois que, merci pour ton intervention et je pense que l'ensemble des questions qu'on a posées aujourd'hui répondent déjà à votre intervention. Nous avons posé un ensemble de conditions qui garantiraient un dialogue inclusif, participatif et qui aboutirait à une résolution profonde de la crise. Le moment aujourd'hui dans notre pays n'est pas dans les débats des intérêts, mais dans la question nationale. Et c'est la raison pour laquelle dans cette lettre, nous revenons sur cet ensemble d'éléments qui seront des préalables et qui répondraient à une question de garantie de souveraineté de ce dialogue-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à Bon, s'il fallait résumer cette conférence, parce qu'on l'a dit, c'est un point de presse, on ne va pas prendre plus de temps. Nous, en tant que Front citoyen, nous représentons une partie des Camerounais, avons estimé nécessaire de répondre à l'invitation faite par le chef de l'État. On ne parle pas au Premier ministre parce que c'est le chef d'État qui nous invite, c'est lui qui organise. Et grosso modo, nous avons relevé d'abord dans son récit et son diagnostic beaucoup d'insuffisances, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de faits complémentaires qui sont dans le document et qu'il convient de mettre en lumière parce que si on n'est pas d'accord sur ce qui se passe, on ne sera pas d'accord sur les solutions apportées. Et ce faisant, sur la méthode, sur les participants, sur la façon dont on va modérer le débat et sur les garanties qu'on peut avoir ou auxquelles on peut s'attendre à la fin du jour, on a aussi fait des propositions. Et là où nous n'étions pas clairs, on a simplement posé des questions au président qui s'est adressé à nous. Donc c'est le début d'une démarche qui va se multiplier et ne soyez pas étonnés qu'on vous invite encore dans les heures, les jours à venir à couvrir d'autres actions que nous mènerons. Retenez simplement que nous disons que puisque c'est l'heure du dialogue, nous en tant qu'organisation, nous allons aller vers les Camerounais pour dialoguer. Donc nous disons au président de ne pas nous arrêter, à son ministre de l'administration de ne pas nous torturer. Parce que s'il pense que c'est l'heure du dialogue, alors qu'il n'empêche pas les Camerounais de dialoguer. Deuxièmement, nous voulons que sur les garanties et les questions qu'on a posées, ils nous apportent des réponses. Et ce sont ces réponses qui permettront, pas à nous, mais au peuple camerounais, de se faire sa propre idée et de participer. Nous terminons en disant que cette affaire nous concerne tous. Ce n'est pas parce que nous, on est des politiques, vous êtes des journalistes ou de simples citoyens. La crise là-bas affecte tout le monde. Donc, chacun d'entre nous doit se mettre en mode patriote, en mode citoyen, en se demandant est-ce que ce que nous sommes en train de faire là va résoudre la crise. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans les heures, et je ne parle pas de jours parce qu'il y a d'autres initiatives qui se préparent. La discussion proposée par le pasteur
on l'aura par la suite, pas pour vous ignorer. Donc nous aussi, on va faire notre dialogue entre Camerounais pour mieux nous accorder sur ce qu'on va faire par la suite. Merci. Ok, merci Franck. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce point élargi de presse. Et pour ceux des journalistes qui souhaitent prendre des voix ou pour vous le faire rapidement. Lena. On est à